Le sang sur ses mains commençait à sécher. C'est la première chose qu'il remarqua. Pas le visage couvert de larmes, ni les pieds nus blessés, ni le petit corps tremblant de froid. Seulement ses minuscules mains tachées de rouge sombre, serrant quelque chose enveloppé dans des chiffons sales. Daniel Harrison venait de sortir d'une réunion qui rapporterait 20 millions de dollars supplémentaires à son entreprise. Son costume italien valait plus qu'une voiture ordinaire. La montre à son poignet valait une maison. Il marchait rapidement vers le parking privé, ne pensant qu'aux chiffres de la présentation trimestrielle qu'il devait revoir avant de dormir. Puis il entendit le son. Un sanglot étouffé, presque animal, provenant de la ruelle étroite entre deux immeubles commerciaux. Le genre de son que la plupart des gens font semblant de ne pas entendre. Le genre de son que Daniel, 3 ans plus tôt, aurait complètement ignoré en composant le numéro de son chauffeur. Mais quelque chose dans ce sanglot le paralysa. Il se retourna lentement, ses chaussures anglaises produisant un bruit sec contre le béton mouillé. La lumière jaunâtre du lampadaire éclairait partiellement la ruelle, projetant des ombres déformées sur les murs couverts de graffitis. Et là, accroupie entre des cartons détrempés et des sacs poubelles éventrés, elle était là. Une fillette qui ne devait pas avoir plus de 7 ans. Ses yeux croisèrent les siens, et Daniel sentit quelque chose lui transpercer la poitrine comme une lame tranchante. Ce n'était pas de la peur dans ses yeux. C'était pire. C'était de la résignation. La résignation silencieuse de quelqu'un qui n'attend plus rien de personne. « S'il vous plaît, dit-elle d'une voix rauque, presque inaudible. « S'il vous plaît, monsieur. » Daniel fit un pas en avant, puis un autre. L'odeur de la ruelle le frappa. Un mélange de moisissures, d'urine et d'une senteur sucrée et putride qu'il ne parvenait pas à identifier. Sa première réaction fut de reculer, d'appeler les autorités, de laisser les professionnels s'en charger. Mais alors elle tendit les bras. Et il vit ce qui était enveloppé dans les chiffons. C'était un bébé. Une toute petite fille, la peau bien trop pâle, les lèvres violacées, totalement immobile. Ses yeux fermés semblaient s'enfoncer dans son visage minuscule. Du sang séché entourait sa bouche et son nez. « Elle ne se réveille plus, » dit la fillette, et sa voix avait une calme terrible, un calme qu'aucun enfant ne devrait avoir. « J'ai essayé. J'ai beaucoup essayé. Mais elle ne se réveille plus. » Daniel sentit ses jambes fléchir. Les souvenirs revinrent comme une inondation. Un hôpital, des lumières trop blanches, le bip constant des machines, une main froide qu'il avait tenue jusqu'à la dernière seconde. 3 ans plus tôt. Une éternité. Depuis combien de temps elle est comme ça? Les mots sortirent avant qu'il puisse réfléchir. La fillette leva les yeux vers le ciel sombre, essayant de calculer. Le soleil s'est levé 2 fois. Ou 3. Je ne sais plus. 2 jours. Peut-être 3. Daniel sentit la bile lui monter à la gorge. « Je voulais juste, » continua la fillette, serrant le bébé contre sa poitrine avec une délicatesse déchirante, « que quelqu'un l'enterre. Dans un bel endroit. Avec des fleurs. Pas dans les ordures. S'il vous plaît, monsieur. Ne les laissez pas la jeter à la poubelle. » Les mots frappèrent Daniel comme des coups de poing. Il s'agenouilla sur place, se fichant de la flaque d'eau sale qui tachait son costume à 3000 $. Ses yeux étaient maintenant au même niveau que les siens. « Donne-la-moi, » dit-il doucement. La fillette hésita. Ses bras se refermèrent plus fort autour du bébé, protectrice même dans la mort, même dans l'abandon. « Je te promets, » dit Daniel, sa propre voix se brisant, « je te promets que je ne la jetterai pas. Mais d'abord, je dois voir. » Quelque chose dans sa voix, peut-être la cassure, peut-être la sincérité brute, fit que la fillette relâcha un peu ses bras. Daniel prit le bébé avec un soin infini, comme s'il pouvait encore la blesser. Les chiffons sentaient la moisissure et l'urine. Le corps était glacé. Mais alors il sentit un minuscule frémissement, presque imperceptible. Il posa 2 doigts sur le petit cou, cherchant, priant. Là, trop faible, trop lent, trop irrégulier. Mais présent. Un pouls. « Elle est vivante, » murmura Daniel, puis cria « Elle est vivante. » Il retira brusquement sa veste, enveloppa le bébé dedans. Sortit son téléphone avec des mains tremblantes, composa le numéro des urgences. « J'ai besoin d'une ambulance tout de suite. Ruelle entre Jefferson et la 5e. Bébé en état critique. Hypothermie sévère. Oui, je suis avec elle. Oui, elle respire. Pour l'amour de Dieu, dépêchez-vous. » La fillette restait figée, comme incapable de comprendre ce qui se passait. Daniel rangea le téléphone et la regarda. « Comment t'appelles-tu »« Emma. »« Emma, ta sœur va s'en sortir. Je te le promets. » Mais même en prononçant ces mots, regardant le bébé presque mort dans ses bras et la fillette squelettique devant lui, Daniel n'était pas sûr de promettre quelque chose qu'il pourrait tenir.
Les sirènes commencèrent à retentir au loin. Et dans cette ruelle sale, entourée de déchets et de désespoir, quelque chose en Daniel Harrison, quelque chose qui était mort 3 ans plus tôt avec sa femme, recommença à battre. L'ambulance tourna au coin, les lumières rouges et bleues déchirant l'obscurité. Les ambulanciers sautèrent avant même que le véhicule ne s'arrête complètement. Des mains professionnelles saisirent le bébé, vérifièrent les signes vitaux, crièrent des codes que Daniel ne comprenait pas. « La fillette aussi, dit-il, désignant Emma. Elle doit être examinée. » Emma voulut reculer, mais ses jambes cédèrent. Daniel la rattrapa avant qu'elle ne tombe. « Ne m'emmenez pas loin d'elle, » murmura Emma, les yeux écarquillés de panique. « S'il vous plaît. Je m'occupe d'elle. Je me suis toujours occupé d'elle. »« Tu vas avec elle, » dit Daniel fermement. « Personne ne vous séparera. » Il monta dans l'ambulance derrière elle, ignorant les regards perplexes des ambulanciers. Sa voiture de luxe resta sur le parking. La réunion du lendemain matin, oubliée. Les rapports, sans importance. Plus rien de tout cela n'avait d'importance. Tandis que l'ambulance traversait la ville à toute vitesse, Daniel tenait la main sale d'Emma et regardait les professionnels lutter pour stabiliser le bébé. Et pour la première fois en 3 ans, depuis qu'il avait enterré la seule personne qu'il ait jamais aimée, il sentit autre chose que le vide. Il sentit un but. Si vous suivez cette histoire et voulez savoir ce qui se passe quand Daniel découvre la vérité sur ses fillettes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres de ce voyage. L'hôpital sentait le désinfectant et le désespoir. Daniel s'assit sur la chaise en plastique dur de la salle d'attente, portant encore la chemise tachée de sang et de boue. Les cadres supérieurs ne se montraient pas ainsi. Ils n'attendaient pas dans des couloirs publics. Ils ne laissaient pas leurs vêtements de luxe être ruinés par des enfants des rues. Mais Daniel n'était plus ce cadre supérieur. 2 heures s'étaient écoulées lorsque la médecin apparut enfin. Une femme d'âge moyen, avec de profondes cernes et une fatigue qui allait bien au-delà du service de nuit. « Le bébé va survivre », dit-elle sans détour. Mais de justesse. Déshydratation sévère, malnutrition avancée, début de pneumonie. Quelques heures de plus et nous n'aurions rien pu faire. Daniel expira l'air qu'il ne savait pas retenir. La fille aînée est en observation. Elle est aussi mal nourrie, présente des signes d'exposition prolongée au froid, quelques coupures infectées aux pieds. Rien que le temps et des soins appropriés ne puissent guérir. La médecin fit une pause, ses yeux s'assombrissant. Mais il y a d'autres choses. Des ecchymoses anciennes. Des motifs qui suggèrent, eh bien, que quelqu'un ne les traitait pas bien. La colère monta rapidement, brûlante, dans la poitrine de Daniel. Où sont les parents? C'est justement la question. La fillette, Emma, refuse d'en parler. Tout ce que nous avons pu obtenir, c'est que la mère serait partie il y a quelques jours. Quant au père, elle répète simplement qu'il ne les aime pas. La médecin lui tendit un tableau de formulaire. Nous avons déjà contacté les services sociaux. Une assistante doit arriver sous peu pour prendre le dossier. Les fillettes iront probablement dans un foyer temporaire pendant que la situation familiale sera examinée. Daniel prit la planche sans la regarder. Je veux voir Emma. La médecin hésita. Monsieur, vous n'êtes pas de la famille. Il y a des protocoles. Je l'ai trouvée dans une ruelle, attendant que sa sœur meure. La voix de Daniel sortit plus dure qu'il ne l'aurait voulu. J'ai promis de ne pas les abandonner. Je dois voir si elle va bien. Quelque chose dans son ton, ou peut-être la tache de sang séché sur la manche de sa chemise, fit céder la médecin. 5 minutes. Emma était allongée dans un lit étroit près de la fenêtre, fixant le plafond avec une expression vide, trop vieille pour son jeune visage. Quand elle vit Daniel, ses yeux se remplirent de larmes. Elle est vivante? Pour de vrai? Pour de vrai. Daniel tira une chaise près du lit. Ta sœur est forte. Comme toi. Emma secoua violemment la tête. Je ne suis pas forte. Je l'ai laissée tomber malade. Je n'ai pas trouvé assez de nourriture. Tu l'as maintenue en vie, coupa Daniel, surpris par la fermeté de sa propre voix. Quel âge as-tu, Emma? 8 ans. 8 ans. Et elle avait porté un bébé mourant à travers les rues, cherchant de l'aide, refusant d'abandonner. Pendant que Daniel, à 35 ans, avait passé les 3 dernières années à abandonner tout ce qui comptait. Où est ta mère, Emma? Le visage de la fillette se ferma. Partie. Quand? Je ne sais pas. Il y a quelques jours. Elle a dit qu'elle reviendrait avec de la nourriture. Elle n'est pas revenue. Et ton père? Le corps d'Emma se raidit entièrement. Ses yeux évitèrent ceux de Daniel, se fixant sur le mur blanc et stérile. On n'a pas de père.
Mais la manière dont elle l'avait dit, la tension soudaine dans ses épaules, la façon dont ses mains agrippaient le drap mince, tout criait une autre vérité. « Emma. Il ne nous aime pas », les mots sortirent précipités, désespérés. Il crie. Il casse des choses. Maman disait qu'on devait rester très tranquille quand il rentrait ivre, pour ne pas le mettre en colère. Mais le bébé pleurait. Elle pleurait toujours. Et alors? Silence. Daniel sentit ses mains se refermer en poing. Qu'est-ce qu'il a fait, Emma? Il a dit qu'il allait la faire taire. Qu'il allait la jeter à la poubelle, là où les bébés qui pleurent méritent d'être. La voix d'Emma était mécanique maintenant, récitant des faits terribles comme s'il s'agissait de la météo. Maman nous a prises et s'est enfuie. Mais elle n'a pas trouvé de nourriture. Pas d'endroit où rester. Et puis elle a dit qu'elle devait régler les choses, et elle est partie. Depuis combien de temps étiez-vous dans la rue? Emma réfléchit, comptant sur ses doigts. La lune est devenue ronde. Puis du temps a passé. Je crois que ça fait longtemps. Des semaines. Peut-être un mois entier. Une enfant de 8 ans prenant soin d'un bébé dans la rue pendant des semaines. La porte s'ouvrit et une femme entra. Elle portait un tailleur gris froissé et tenait une grosse chemise sous le bras. Son visage était un masque d'efficacité fatigué. « Monsieur Harrison, je suis Rebecca Chen, assistante sociale. J'ai besoin de vous parler. » Daniel se leva, réticent à quitter Emma. Mais la fillette regardait déjà de nouveau le plafond, comme si la conversation l'avait complètement épuisée. Dans le couloir, Rebecca alla droit au but. « J'apprécie ce que vous avez fait pour ces enfants. Vraiment. Mais à partir de maintenant, nous devons suivre les procédures. Les fillettes entreront dans le système d'accueil pendant que nous localiserons la famille. La famille les a abandonnées dans une ruelle pour mourir. Je comprends votre indignation, mais nous n'avons pas encore tous les faits. La mère traverse peut-être une crise, elle a peut-être besoin d'aide. Le père, s'il existe, doit être localisé et évalué. Il y a des processus légaux. » « Des processus, » répéta Daniel comme s'il crachait un juron. « Pendant que vous traitez vos papiers, ces filles iront où? Dans un foyer surchargé? Vous allez les séparer? » Rebecca soupira. « Nous essaierons de les garder ensemble, mais je ne peux rien promettre. Le bébé a besoin de soins médicaux intensifs. Emma pourrait aller dans une famille d'accueil temporaire, mais... Non. » Le mot sortit avec une force qui les surprit tous les deux. « Monsieur Harrison. Elle reste avec moi. » Rebecca cligna des yeux. « Pardon. »« Elle reste avec moi, » répéta Daniel, et cette fois, il y avait quelque chose de différent dans sa voix. De la détermination. Un but. J'ai une grande maison. Des ressources illimitées. Je peux engager des infirmières, des nourrices, tout ce qu'elles voudront. Vous ne comprenez pas comment cela fonctionne. On ne peut pas simplement emmener des enfants chez soi. Il y a des vérifications d'antécédents, des évaluations du domicile, des processus d'approbation qui prennent des mois. Et franchement, un homme célibataire, riche, sans expérience avec les enfants. Elle laissa la phrase en suspens, l'implication claire. Daniel sentit la colère bouillir, mais se força à rester calme. « Alors dites-moi ce que je dois faire. Quel formulaire signer, quelles étapes suivre? Je le ferai. » Rebecca l'observa longuement. « Pourquoi, monsieur Harrison? Vous ne connaissez pas ces enfants. Pourquoi vous en souciez-vous autant? » La question le frappa comme un coup de poing. Pourquoi? Parce qu'il avait vu son propre vide reflété dans les yeux d'Emma? Parce que tenir ce bébé presque mort avait réveillé quelque chose qu'il croyait enterré avec sa femme? Parce que, pour la première fois en 3 ans, il sentait qu'il avait une raison de se lever le matin. Parce que quelqu'un doit s'en soucier, dit-il simplement. Rebecca soupira encore, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Pas de l'approbation, mais peut-être de la compréhension. Je vais commencer la paperasse. Mais ce ne sera pas facile, monsieur Harrison. Et je ne peux rien garantir. Je sais. Alors qu'elle s'éloignait dans le couloir, Daniel retourna dans la chambre d'Emma. La fillette s'était endormie, enfin, son petit visage détendu pour la première fois. Il resta là, debout, à la regarder, et fit une promesse silencieuse. Peu importait le prix. Peu importait le temps que cela prendrait. Il ne laisserait pas le système engloutir ses fillettes. Les semaines suivantes furent une guerre silencieuse menée dans des bureaux aux moquettes beiges et des salles de réunion claustrophobiques. Daniel Harrison avait construit un empire corporatif en renversant des concurrents et en concluant des affaires impossibles. Mais rien ne l'avait préparé à affronter la bureaucratie du système de protection de l'enfance. Chaque formulaire semblait conçu pour décourager. Chaque entretien, une tentative de trouver des failles.
Chaque visite à domicile, un interrogatoire déguisé en conversation amicale. Pourquoi un homme célibataire voudrait-il soudain adopter 2 fillettes? Demanda la 3e évaluatrice en 2 semaines, une femme nommée Patricia, avec des lunettes à monture épaisse et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Vous n'avez pas d'expérience de bénévolat, pas de dons pour des causes infantiles, rien qui suggère un intérêt préalable pour les enfants. Daniel serra les dents. Je ne savais pas qu'il fallait un curriculum d'altruisme pour montrer que je me soucie des autres. Ce n'est pas une question de curriculum. C'est une question de critères. Patricia feuilleta ses notes. Vous travaillez 12 à 14 heures par jour. Vous voyagez constamment. Vous vivez seul dans un manoir de 10 pièces qui, franchement, ressemble plus à un musée qu'à une maison. Où, exactement, des enfants traumatisés pourraient-ils s'intégrer dans cette vie? Les choses changent. Oui, elles changent. Patricia ôta ses lunettes et les nettoya lentement. Ma préoccupation, monsieur Harrison, est que vous cherchiez à combler un vide. Votre épouse est décédée il y a 3 ans. Je comprends que la solitude puisse être dévastatrice. Mais les enfants ne sont pas des pansements pour des blessures émotionnelles. La colère monta rapidement, mais Daniel se força à respirer profondément. Exploser maintenant ne ferait que renforcer son argument. Vous avez raison sur un point, dit-il calmement. J'étais vide. J'ai passé 3 ans enfoui dans le travail parce que je ne pouvais pas faire face à la perte. Mais trouver Emma et sa sœur n'a pas été pour combler un vide. C'était pour réaliser qu'il y avait encore des raisons de vivre au-delà du profit trimestriel. Patricia l'observa longuement, puis reprit ses notes. Pendant que l'évaluation à domicile s'éternisait, Daniel rendait visite aux filles tous les jours. Le bébé, que Emma appelait Lily, restait en soins intensifs néonatales. Les médecins étaient prudemment optimistes, mais avertissaient que les séquelles de la malnutrition sévère pouvaient avoir des effets durables. Emma avait été transférée dans un foyer temporaire après sa sortie médicale. Daniel tira tous les fils possibles pour s'assurer que ce soit un établissement décent, pas un dépôt surpeuplé. Pourtant, chaque fois qu'il la voyait et qu'il apercevait cette étincelle d'espoir dans ses yeux à sa vue, suivie de la déception lorsqu'il partait, il sentait une partie de son cœur se briser. « Tu viens me chercher aujourd'hui » demanda-t-elle un après-midi pluvieux, pour la 10e fois cette semaine. « Pas encore, petite. Mais je travaille là-dessus. Je te le promets. » Ma mère promettait aussi des choses. La voix d'Emma était petite, blessée. Elle avait promis qu'elle reviendrait. Daniel s'agenouilla devant elle. « Je ne suis pas ta mère, Emma. Et quand je fais une promesse, je la tiens. Ça peut prendre du temps, mais je la tiendrai. » Mais en rentrant à sa maison vide cette nuit-là, Daniel n'était pas sûr de pouvoir tenir les promesses qu'il faisait. C'est alors que son avocat, Thomas, appela avec des nouvelles qui changèrent tout. « Nous avons localisé le père. » Daniel manqua de perdre le contrôle de sa voiture. Oh! En prison. Il purge une peine de 6 mois pour agression dans un bar. 3e condamnation. Historique de violence domestique, 2 ordonnances restrictives de ses ex-partenaires, et il a récemment perdu la garde d'un autre enfant issu d'une relation précédente. Alors il n'y a aucune chance qu'il récupère les filles. Techniquement, il a encore des droits parentaux jusqu'à ce qu'ils soient légalement retirés. Mais voici la partie intéressante. Thomas fit une pause. Il ne veut pas des filles. Quand l'enquêteur a mentionné l'affaire, il a littéralement ri et dit que c'était le problème de la mère maintenant. Il est prêt à signer une renonciation aux droits parentaux sans se battre. Soulagement et nausée frappèrent Daniel simultanément. Soulagement parce qu'un obstacle immense venait de disparaître. Nausée parce que cet homme avait créé 2 vies et les jetait comme des déchets. Et la mère. Toujours disparue. Personne ne l'a vue depuis l'abandon. Pas d'usage de carte bancaire, pas d'activité téléphonique, rien. C'est comme si elle s'était évaporée. Continuez à chercher. Daniel. Thomas hésita. Vous devez considérer la possibilité qu'elle ne veuille pas être retrouvée. Ou qu'elle soit morte, compléta Daniel. Il y avait pensé. Une femme désespérée, sans ressources, possiblement endettée auprès de personnes dangereuses. Les possibilités étaient sombres. Mais quelque chose ne collait pas. Quelque chose qui perturbait Daniel depuis cette première nuit. Pourquoi une mère qui aimait ses filles suffisamment pour fuir un homme violent les aurait simplement abandonnées dans une ruelle? Pourquoi ne pas les laisser dans un hôpital, une église, n'importe quel endroit plus sûr? À moins que ce ne fût pas son choix. L'idée le frappa alors qu'il se garait dans le garage. Et si le père avait des alliés dans la rue? Et s'il avait traqué la mère? Et si? Daniel secoua la tête. Il élaborait des théories du complot. L'explication la plus simple était généralement la correcte. Une femme dépassée,
possiblement dépendante ou mentalement instable, qui abandonna ses filles parce qu'elle n'en pouvait plus. Mais quelque chose dans cette explication simple le dérangeait profondément. 2 jours plus tard, Rebecca Chen apparut au bureau de Daniel sans prévenir. Son visage était pâle. « Nous devons parler. Maintenant. » Ils s'assirent dans la salle de réunion privée. Rebecca posa une chemise sur la table, mais ne l'ouvrit pas immédiatement. La mère a été retrouvée. Le cœur de Daniel s'accéléra. Où? Comment va-t-elle? Morte. Son corps a été retrouvé dans le fleuve ce matin. Il y était depuis des semaines, selon le légiste. La cause du décès est encore étudiée, mais... Rebecca ouvrit enfin la chemise, révélant des photos que Daniel se força à regarder. Il y avait des signes de traumatisme avant la mort. Ecchymose défensive. Elle a peut-être été jetée encore vivante. L'air sortit des poumons de Daniel. Le père. Il a un alibi solide. Il était en prison quand elle est morte. Mais la police enquête sur ses associés, d'éventuels complices. Rebecca referma la chemise brusquement. Ce que cela signifie pour les filles, c'est qu'elles sont maintenant légalement orphelines. Sans parents vivants, sans proches que nous puissions localiser. Elles deviennent pupilles permanentes de l'État. À moins que quelqu'un ne les adopte, murmura Daniel. À moins que quelqu'un ne les adopte, acquiesça Rebecca. Elle le fixa. Vous voulez vraiment ça, monsieur Harrison? Parce qu'une fois que c'est fait, il n'y a pas de retour en arrière. Ces filles auront besoin d'années de thérapie. Elles auront des cauchemars, des problèmes de confiance, des crises. Ce n'est pas comme dans les films où l'amour guérit tout instantanément. C'est du travail acharné, frustrant et souvent ingrat. Daniel pensa à Emma demandant chaque jour quand il viendrait la chercher. Il pensa à Lily luttant pour respirer cette première nuit. Il pensa à 3 années de vide que aucun contrat commercial n'avait pu remplir. « Je veux ça, » dit-il. « Et je vais prouver que je peux le faire. » Rebecca soupira, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant. Ce n'était pas seulement de la compréhension. C'était presque du respect. Alors nous avons beaucoup de travail devant nous. Cette nuit-là, Daniel resta éveillé dans la bibliothèque vide de sa maison, regardant les 10 pièces vides que Rebecca avait critiquées. Elle avait raison. La maison ressemblait à un musée. Froide. Sans vie. Mais il n'était pas obligé que cela continue ainsi. Pour la première fois en 3 ans, Daniel Harrison commença à faire des plans qui n'impliquaient pas des graphiques de profit ou des projections de marché. Il commença à faire des plans pour une famille. Le tribunal était glacé ce matin d'hiver. Daniel ajusta sa cravate pour la 5e fois, sentant la sueur froide descendre le long de son dos malgré la basse température. 3 mois de paperasse, d'évaluation, d'entretiens interminables, tout convergeait vers ce moment. L'audience finale de garde. Thomas était à ses côtés, révisant des documents de dernière minute. Rebecca Chen était assise 2 rangs derrière, son visage soigneusement neutre. Et dans un coin de la salle, sur une chaise bien trop grande pour son petit corps, se trouvait Emma. La fillette portait une robe neuve que Daniel avait achetée, bleu clair avec des fleurs blanches. Ses cheveux étaient peignés et propres. Mais ses yeux restaient trop vieux, trop fatigués. Elle le regarda et essaya de sourire, mais l'anxiété était évidente. Lily allait mieux. Après 2 mois en soins intensifs néonataux, elle avait enfin reçu son congé et se trouvait dans un foyer temporaire adapté à ses besoins médicaux. Mais aujourd'hui, il serait décidé si elles auraient un foyer permanent. Tout le monde debout. Le juge entra. C'était un homme d'une 60aine d'années, cheveux gris, des yeux qui avaient vu trop de mauvais cas. Juge William Carter. Thomas avait fait ses recherches, bien sûr. Carter était connu pour être juste mais inflexible. Il n'était pas impressionné par l'argent ou le statut. Il ne se souciait que de l'intérêt supérieur des enfants. Affaire numéro 23456, annonça le greffier. Demande d'adoption d'Emma Rose Thompson et Lillian Thompson par M. Daniel James Harrison. Le procureur public se leva. Une jeune femme sévère, avec l'air de quelqu'un qui avait trop souvent vu le système trahir des enfants. Votre honneur, l'État reconnaît que M. Harrison a agi de façon admirable en sauvant ses enfants. Cependant, nous avons de sérieuses inquiétudes quant à la pertinence de ce placement. Daniel sentit son estomac se nouer. M. Harrison est un homme célibataire sans expérience préalable avec des enfants. Il travaille en moyenne 70 heures par semaine. Sa maison, bien qu'adaptée en taille, n'a été préparée pour des enfants que récemment. Il n'a pas de réseau familial de soutien. Et franchement, elle marqua une pause. Il existe un schéma préoccupant d'hommes riches essayant de sauver des enfants vulnérables comme s'il s'agissait de projets de charité. Les mots frappèrent Daniel comme des gifles.
Mais avant qu'il ne puisse répondre, le juge Carter leva la main. « Monsieur Harrison, souhaitez-vous répondre à ces préoccupations ?» Daniel se leva, les jambes moins fermes qu'il l'aurait voulu. « Votre honneur, il est vrai que je suis célibataire et que je travaille beaucoup. Mais au cours des 3 derniers mois, j'ai complètement restructuré ma vie. J'ai réduit ma charge de travail de moitié. J'ai engagé une équipe de soignants qualifiés. J'ai transformé ma maison en un lieu où des enfants peuvent grandir, et pas seulement exister. La paperasse et la préparation ne font pas un père, interrompit la procureure. Vous avez raison, acquiesça Daniel, surprenant tout le monde. Elles ne le font pas. Ce qui fait un père, c'est d'être présent. C'est choisir, chaque jour, de mettre ses enfants en premier. De belles paroles, répliqua la procureure. Mais vous n'avez aucun lien biologique avec ces filles. Aucune connexion réelle. Que se passera-t-il lorsque la nouveauté sera passée? Quand le poids de la responsabilité deviendra gênant? La colère bouillonna dans la poitrine de Daniel, mais il garda la voix calme. Mon épouse est morte il y a 3 ans. Un cancer. Je lui ai tenu la main jusqu'à la dernière seconde. Et après, j'ai cessé de vivre. Je me contentais d'exister. Je travaillais parce que c'était tout ce que je savais faire. Le tribunal était désormais complètement silencieux. Puis j'ai trouvé Emma dans une ruelle, tenant sa sœur qu'elle croyait morte, suppliant que quelqu'un lui donne de la dignité. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'avais passé 3 ans morts, moi aussi. Ces filles ne m'ont pas sauvé parce que je les ai secourues. Elles m'ont sauvé parce qu'elles m'ont rappelé qu'il existait encore une vie qui valait la peine d'être vécue. Émouvant, dit la procureure, mais sa voix avait perdu de son agressivité. Mais l'émotion ne fait pas vivre une famille. Les faits le font. Et le fait est qu'il existe des centaines de couples approuvés, expérimentés, qui attendent d'adopter. Pourquoi prendre le risque avec un homme célibataire et non préparé? Parce qu'il a promis. Tout le monde se retourna. Emma s'était levée de sa chaise, sa voix petite mais ferme résonnant dans le tribunal. « Emma, » dit le juge Carter avec douceur, « tu n'as pas besoin. Je veux parler. » La fillette regarda Daniel, puis le juge. « Puis-je » Carter hésita, puis hocha la tête. « Approche. » Emma avança lentement jusqu'à l'avant. Elle paraissait encore plus petite là, devant le grand pupitre, entourée d'adultes en costume sombre. Mais quand elle parla, sa voix ne trembla pas. Tout le monde promet des choses. Ma maman a promis qu'elle me protégerait. Elle a promis qu'elle reviendrait. Elle n'est pas revenue. Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Emma, mais elle ne s'arrêta pas. Les gens du foyer promettent qu'ils vont me trouver une bonne famille. Mais j'ai déjà été dans 3 endroits différents. Personne ne veut vraiment de moi parce que je suis difficile. Parce que je fais des cauchemars. Parce que parfois je crie quand quelqu'un hausse la voix. Daniel sentit sa propre vue se brouiller. Mais lui, Emma désigna Daniel, il m'a promis qu'il ne me laisserait pas. Et tous les jours, pendant 3 mois, il est venu. Même quand j'étais méchante. Même quand j'ai cassé des choses. Même quand j'ai dit que je haïssais tout le monde. Il est venu. Emma, commença le juge. Je veux juste rester avec ma sœur, dit la fillette, la voix enfin brisée. Je veux juste un endroit qui soit à nous. Où personne ne crie. Où personne ne nous fait de mal. Où on peut rester. Elle regarda directement le juge Carter. Il n'est pas parfait. Mais il reste. Et c'est plus que ce que quiconque a fait. Le silence qui suivit fut absolu. La procureure regarda ses papiers, puis Emma, puis Daniel. Quelque chose dans son visage changea. « Votre honneur, » dit-elle doucement, « je retire mes objections. » Le juge Carter se racla la gorge. Il étudia Daniel longuement, puis Emma, puis les documents devant lui. « Monsieur Harrison, comprenez que cette décision est permanente. Il n'y a pas de période d'essai. Si j'accorde cette adoption, ces enfants deviennent votre responsabilité légale complète. Pour toujours. » Je comprends, dit Daniel. Vous devrez faire des changements. Réels, durables. Votre style de vie actuel n'est pas compatible avec la parentalité. J'ai déjà commencé ces changements. Et je continuerai à en faire autant qu'il faudra. Carter hocha lentement la tête. J'ai examiné votre dossier en profondeur, monsieur Harrison. Vos finances, vos évaluations psychologiques, vos vérifications d'antécédents, vos références. Tout est en ordre. Plus que cela, j'ai lu les rapports des visites supervisées. Les enfants ont clairement formé un lien avec vous. Il fit une pause, regarda Emma, qui retenait son souffle. Et plus important encore, j'ai lu le témoignage de cette jeune fille courageuse. Une enfant qui a vécu des choses qu'aucun enfant ne devrait vivre, mais qui trouve encore la force de croire aux promesses. Carter frappa une fois du marteau,
le son résonnant comme un tonnerre. Adoption accordée. Emma Rose Harrison et Lillian Harrison, vous avez un nouveau père. Et Monsieur Harrison, vous avez 2 filles. Que Dieu vous aide à trouver le bonheur ensemble. Le monde s'arrêta. Puis Emma courut. Elle traversa le tribunal, passa devant les gardes surpris, et se jeta dans les bras de Daniel avec une force qui faillit le faire tomber. Elle pleurait, il pleurait, et pour la première fois en 3 ans, Daniel Harrison ressentit quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais. Il se sentit complet. Rebecca Chen essuyait discrètement ses yeux. Thomas souriait ouvertement. Même la procureure semblait émue. « Je peux voir Lily maintenant ?» demanda Emma en serrant le veston de Daniel. « Je peux lui dire qu'on a une vraie maison. »« Nous irons la chercher ensemble, » dit Daniel, la voix tremblante. « Et nous la ramènerons à la maison. Notre maison. » Alors qu'il sortait du tribunal, la neige commença à tomber dehors. Emma tendit la main pour attraper les flocons, riant pour la première fois depuis que Daniel l'avait rencontré. Et à cet instant, sortant d'un tribunal froid pour un monde couvert de blanc, Daniel sut qu'il avait trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quel empire d'entreprise. Il avait trouvé une raison de vivre. 6 mois plus tard, le manoir ne ressemblait plus à un musée. Le couloir qui résonnait autrefois de pas solitaires résonnait maintenant de rire. Les murs blancs et stériles avaient été repeints dans des tons doux de jaune et de vert. Des dessins faits au crayon de cire décoraient le réfrigérateur. Des jouets éparpillés dans le salon formaient un chaos organisé qui réchauffait le cœur de Daniel chaque fois qu'il rentrait à la maison. Maison. C'était enfin une vraie maison. Daniel franchit la porte cet après-midi d'été et trouva Emma courant pieds nus dans la cuisine, poursuivant des bulles de savon que la nounou, Sophia, soufflait dans l'air. Lily était sur le tapis d'activité, frappant maladroitement des mains et riant chaque fois qu'une bulle éclatait près d'elle. Le bébé s'était miraculeusement rétabli. Les médecins parlaient de chance. Daniel parlait de pure ténacité. Lily avait lutté pour chaque respiration, chaque gramme de poids, chaque étape de développement. Maintenant, à 14 mois, elle commençait à se tenir debout et à babiller des mots presque reconnaissables. « Papa !» cria Emma en le voyant, toujours incapable de croire qu'il rentrait vraiment tous les jours. Elle courut et se jeta dans ses bras. « Salut, ma petite !» Daniel la fit tournoyer dans les airs, provoquant de nouveaux rires. « Comment s'est passée ta journée ?» Sophia a fait des crêpes. Et Lily a presque dit mon nom. Elle a dit « EM ». Les yeux de la fillette brillaient de fierté. Je l'ai enseignée toute la journée. Daniel rit. Je suis sûr que tu as été la meilleure des professeurs. Il posa Emma par terre et s'approcha de Lily. Le bébé le vit et tendit les bras, son sourire édenté illuminant tout son visage. Il la prit dans ses bras, sentant son poids sain, si différent de ce corps froid et presque mort qu'il avait tenu cette première nuit. « Bonjour, mon amour » murmura-t-il en embrassant son front. Lily attrapa sa cravate et la porta immédiatement à sa bouche. Sophia sourit. « Je vais préparer le dîner. Des spaghettis, ça va ? » « Parfait. » Daniel s'assit par terre, tenant encore Lily, tandis qu'Emma s'installait à côté de lui avec un livre de coloriage. C'était désormais le rituel. Plus de travail jusqu'à minuit. Plus de dîner seul dans des restaurants chers. Chaque soir, il rentrait à 6 heures, dînait avec les filles, aidait Emma à faire ses devoirs, baignait Lily, lisait des histoires jusqu'à ce que les 2 s'endorment. Son entreprise n'avait pas fait faillite en son absence. Au contraire, elle prospérait. Il avait découvert que déléguer des responsabilités et avoir une raison réelle de rentrer à la maison le rendait plus efficace, pas moins. Ses vice-présidents étaient heureux de l'autonomie. Ses clients ne remarquaient aucune différence. Mais Daniel, lui, remarquait. Il le voyait dans chaque câlin, chaque rire, chaque papa, chuchoter dans le noir quand Emma faisait des cauchemars. Parce qu'elle en faisait encore. Certaines nuits, elle se réveillait en hurlant, convaincue qu'elle était de retour dans la ruelle, que Lily mourait dans ses bras, que Daniel n'était pas réel. Ces nuits-là, il s'asseyait par terre à côté de son lit, tenant sa main jusqu'au matin, prouvant qu'il ne disparaîtrait pas. La thérapie aidait. Emma, comme Daniel, avait des séances hebdomadaires. La thérapeute, Dr Morrison, avait prévenu que la guérison n'était pas linéaire. Il y aurait des reculs, des mauvais jours, des moments où le traumatisme reviendrait en force. Mais il y aurait aussi de bons jours. Et progressivement, les bons jours commencèrent à surpasser les mauvais. « Papa » dit Emma doucement, sans quitter son livre de coloriage des yeux. « Oui. »« Tu te souviens quand tu m'as trouvé ?» Daniel sentit sa poitrine se serrer. Elle parlait rarement de cette nuit-là. « Je m'en souviens. Je pensais que personne ne s'arrêterait. Je pensais que tout le monde passerait en faisant semblant de ne pas me voir.
Elle fit une pause, choisissant un crayon violet. « Pourquoi t'es-tu arrêté ?» C'était une question qu'il s'était posée 1000 fois. Pourquoi cette nuit? Pourquoi cette ruelle? S'il était parti 5 minutes plus tôt ou plus tard de la réunion, il n'aurait jamais entendu ses pleurs. S'il avait appelé le chauffeur au lieu de marcher jusqu'au parking, il n'aurait jamais tourné dans ce couloir. « Je ne sais pas, » admit-il. « Peut-être parce que j'avais besoin de toi autant que tu avais besoin de moi. » Emma le regarda enfin, ses yeux sombres et sérieux. « La thérapeute a dit que ce n'est pas ma faute. Ce qui est arrivé à maman. » La gorge de Daniel se serra. Ils avaient expliqué à Emma la mort de sa mère quelques mois auparavant, quand elle avait commencé à poser des questions. La vérité, mais adoucie. Que la mère avait essayé de les protéger. Que de mauvaises personnes l'avaient blessée. Qu'elle n'avait pas choisi de les abandonner. « Ce n'est pas ta faute, » confirma Daniel. « Rien de tout cela n'était de ta faute. »« Je sais. » Emma retourna à son coloriage. « Mais parfois, ça en a encore l'air. Je sais ce que ça fait. » Daniel pensa à sa femme, aux nuits passées à se demander s'il aurait pu faire quelque chose de différent, remarquer les symptômes plus tôt, insister pour plus d'examen. Mais la vérité ne change pas simplement parce qu'on se sent coupable. La vérité, c'est que tu es l'enfant la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Et ta mère serait fière de la personne que tu deviens. Emma ne répondit pas, mais Daniel vit ses mains cesser de trembler. Sophia appela pour le dîner. La table, qui semblait autrefois une interminable étendue de bois poli et vide, était maintenant garnie de chaises hautes, d'assiettes en plastique et de taches de sauce qui ne disparaîtraient probablement jamais complètement. Daniel donna à manger à Lily tandis qu'Emma bavardait sur sa journée, sur sa nouvelle amie à l'école, sur le livre qu'elle lisait. La normalité. Quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé apprécier autant. Après le dîner, l'heure du bain. Lily éclaboussait partout tandis qu'Emma inventait des histoires sur des sirènes. Puis, pyjama, brossage des dents, et enfin, la partie préférée de Daniel. Histoire avant de dormir. Emma choisit un livre sur une fillette qui trouvait une étoile filante. Daniel lisait avec des voix différentes pour chaque personnage, faisant rire Emma. Lily dormait déjà dans son berceau à côté, sa poitrine montant et descendant à un rythme constant et sain. Quand il eut fini, Emma bâilla. Encore une. Demain, promit Daniel en embrassant son front. Dors maintenant. Tu seras là demain matin. La question revenait parfois. Moins qu'avant, mais elle revenait. Je serai là tous les matins. Pour toujours. Emma sourit, ses yeux se fermant déjà. Je t'aime, papa. Les mots le frappèrent comme toujours, doux et impossibles. Je t'aime aussi, ma petite. Il resta assis dans l'obscurité jusqu'à être sûr qu'elle dormait profondément. Puis il alla au berceau de Lily, ajusta la couverture sur elle, et resta quelques minutes de plus à simplement observer. Deux vies qui avaient failli se perdre. Deux âmes qui avaient trouvé leur chemin jusqu'à lui au moment exact où il avait le plus besoin d'une raison de continuer. Il descendit à la bibliothèque, où la photo de sa femme occupait toujours une place d'honneur sur l'étagère. Il la toucha doucement. « Je pense que tu approuverais, » dit-il au portrait. « Elles m'ont sauvé, tu sais, de la façon dont tu as toujours voulu que quelqu'un soit sauvé. » La maison était silencieuse maintenant, mais c'était un silence différent. Ce n'était pas vide. C'était la paix. Daniel pensa à cette nuit dans la ruelle. Aux pleurs qu'il avait failli ignorer. À la décision de tourner plutôt que de continuer. Comment un choix de 5 secondes avait changé 3 vies à jamais. Il n'y avait rien de spécial en lui. Aucun super-pouvoir, aucune vertu extraordinaire. Il s'était simplement arrêté quand les autres passaient. Il s'était simplement soucié quand il aurait été plus facile d'ignorer. Et parfois, découvrit-il, cela suffisait. La famille n'était pas une question de sang. C'était une question de choisir, chaque jour, d'être présent. C'était transformer un manoir vide en maison bruyante et vivante. C'était trouver un but non pas dans le profit, mais dans le sourire d'un enfant qui se sent enfin en sécurité. C'était tenir ses promesses et offrir des secondes chances. Daniel monta les escaliers, vérifia une dernière fois les filles et alla dormir. Demain il y aurait des devoirs, probablement des caprices, peut-être 1 ou 2 cauchemars. Mais il y aurait aussi des rires, des câlins, et la certitude qu'aucun d'eux n'était plus seul. Et cela, découvrit Daniel Harrison, valait plus que n'importe quel empire qu'il aurait pu construire. Et si cette histoire a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne pour suivre d'autres histoires sur la manière dont de petits gestes peuvent changer des vies entières. Parce que parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'une personne qui décide de s'arrêter et de se soucier des autres.